Hello et bienvenue à toi dans cet épisode 21 du podcast Upgrade. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet avec toi qui me concerne, qui te concerne et qui concerne tous les entrepreneurs à un moment donné de leur aventure entrepreneuriale. C'est le travail mental dans le business. Personnellement, je suis en plein dans cette période où je dois sortir de ma zone de confort. D'ailleurs, j'en ai parlé dans les 2 dernières éditions de la newsletter Underground Side Biz, dans lesquelles j'évoque le sujet en abordant notamment l'aspect des émotions. Mais ici, dans cet épisode, je veux surtout te parler du processus de travail mental et de comment je l'applique dans le business. Alors, tu le sais, mais dans l'entrepreneuriat, on a la notion de créer une entreprise, de créer une activité, de la développer, de la faire évoluer. Et pour ça, on a des objectifs, d'une part des objectifs de résultat et d'autre part des objectifs de processus qui sont hyper importants. Si jamais tu connais pas cette notion d'objectif de processus, je te renvoie à l'épisode 8, mets l'épisode actuel sur pause et va écouter l'épisode 8 pour bien comprendre cette notion si tu la connais pas encore et reviens ici juste après. Alors, il arrive qu'en cours de route, pour atteindre les objectifs de résultats qu'on s'est fixés, on peut découvrir des objectifs de processus auxquels on n'avait pas pensé initialement. C'est typique, notamment quand on imagine notre projet se concrétiser dans les grandes étapes, mais qu'une fois qu'on amorce l'une de ces étapes, on se rend compte que l'une des actions qu'on doit faire, elle nous fait vraiment sortir de notre zone de confort et qu'on n'était peut-être pas forcément aussi prêt, aussi prête qu'on le pensait. Et là, ça peut coincer. Ça peut paralyser le projet pendant des jours, des semaines, voire même des mois, voire carrément, on peut s'auto-saboter et on peut abandonner le projet. Pour illustrer ça, je vais prendre un exemple d'une entrepreneuse qu'on va appeler Julie pour cet épisode. Disons que Julie, elle souhaite signer 10 clients par mois. Ça, c'est son objectif de résultat. Et pour atteindre cet objectif de résultat, elle s'est fixé un objectif de processus qui est d'effectuer 2 heures de démarchage par jour. Le problème, c'est qu'au moment de passer au démarchage, elle se rend compte qu'elle a un blocage. Elle n'a pas moyen de décrocher son téléphone, ni d'aller se déplacer pour démarcher les personnes en physique. Elle est complètement bloquée et à la place, elle refait son site web, elle commence le développement d'une app, elle se renseigne sur comment créer le meilleur contenu sur Instagram alors qu'elle sait pertinemment que c'est pas là qu'elle trouvera son client idéal qu'elle a défini. Elle va, planifier le développement de son entreprise sur le papier, etc. En bref, elle fait ce qu'on appelle de la procrastination active. Et on est des dizaines, des centaines, des milliers même à faire ça au moins une fois dans notre aventure entrepreneuriale. Moi aussi, ça m'est arrivé, d'ailleurs ça m'arrive encore, même avec 12 ans d'expérience. En fait, le travail mental, c'est un passage quasi obligé quand on entreprend. On peut difficilement y couper. À un moment donné, on va devoir sortir de notre zone de confort pour obtenir ce qu'on veut, pour atteindre nos objectifs. Et sortir de la zone de confort, si c'était si facile et si agréable, déjà ça s'appellerait pas sortir de la zone de confort. Parce que par définition, en dehors de la zone de confort, on est dans une zone d'inconfort en général. Bon, on peut être aussi dans une zone neutre, mais quand même globalement, c'est pas très agréable de sortir de notre zone de confort. D'ailleurs, le meilleur indicateur qui peut nous montrer qu'on s'apprête à sortir de notre zone de confort, c'est la peur. Ça peut être la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la honte qui peut suivre aussi un échec, ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur et aussi une peur qui est très 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 sous-estimée, c'est la peur de réussir. D'ailleurs, j'en parle un peu plus en détail dans la dernière édition de Underground Side Biz parce que c'est la peur qui, personnellement, m'a touchée le plus récemment. La peur, au final, c'est l'émotion qui est généralement la plus responsable de la procrastination avec la culpabilité et la honte. Et la procrastination, elle est très, très utile de plein de manières différentes. Notamment, il y a 2 docteurs, le docteur Pichil et le docteur Ferrari, ou je ne sais pas si on dit Pichil ou Pichil, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ce docteur et le docteur Ferrari qui ont déterminé 3 types de procrastinateurs, de personnes qui procrastinent. Il y a les procrastinateurs dits éveillés. Ceux-là, c'est ceux qui ont confiance en leurs capacités et qui ressentent comme une montée d'adrénaline quand ils font tout au dernier moment. Moi, c'était mon cas quand j'étais plus jeune, notamment à l'école. Je savais que j'allais arriver à faire mes devoirs, que ça me posait pas de problème, j'avais aucune difficulté là-dedans, mais j'attendais le dernier moment et j'avais ce truc de me dire « Oh là, c'était le rush, j'ai tout donné ». Ça, c'était un truc que je faisais souvent. Il y a aussi le deuxième type de procrastinateur, c'est les procrastinateurs évitants.
Ceux-là, ils veulent éviter d'être jugés par les autres, que ce soit en cas d'échec ou en cas de réussite. Là aussi, personnellement, ça a été mon cas. Et je me trouvais des excuses. Je me disais, ah, mais si j'avais commencé plus tôt ou si j'avais eu plus de temps, j'aurais mieux fait. Alors qu'en vrai, j'avais le temps. Je ne l'ai juste pas pris. J'ai juste commencé au dernier moment. Et ça, en cas d'échec, je crois que c'était mon excuse préférée. Et enfin, on a les procrastinateurs dits indécis. Ceux-là, ils sont souvent perfectionnistes et ils ont trop peur de mal faire. Donc, dans le doute, ils s'abstiennent, ils attendent, ils veulent pas assumer la responsabilité d'un possible échec ou d'une erreur. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui va se dire, ouais, dans le doute, je m'abstiens de faire quoi que ce soit. Et en réalité, pour ton business, pour le mien, pour celui de Julie, la procrastination, en dehors de ses bénéfices, c'est des bénéfices en fait qui n'en sont pas vraiment, en dehors de ces soi-disant bénéfices, la procrastination, elle a aucun bénéfice dans les faits pour ton business, mon business, tous les business. Le soi-disant bénéfice, en réalité, donc celui qu'on pense avoir quand on procrastine, c'est éventuellement les excuses qu'on va se trouver en fonction du type de procrastination qu'on utilise inconsciemment ou consciemment. Et le problème quand on utilise la procrastination de manière consciente, c'est qu'on se rend compte que ce qu'on se raconte, c'est des excuses dans le fond. Et ça peut mener à ressentir de la honte, de la culpabilité, ça peut impacter la confiance en soi, voire même carrément l'estime de soi. Et après, avec toutes ces émotions qui sont désagréables et qui ne sont pas forcément très utiles, on a encore plus tendance à procrastiner et là, c'est un cercle vicieux. Donc pour moi, la solution pour éviter ça, c'est déjà de gérer ses émotions. En ce moment et depuis quelques temps déjà, quelques mois, je me renseigne de plus en plus sur ce qu'on appelle le stoïcisme. Alors, j'ai commencé par lire des livres, écouter des vidéos, des podcasts, tout ça. J'étais dans la phase d'absorption de connaissances et là, je rentre peu à peu dans la phase d'apprentissage où c'est juste beaucoup plus que ça. En fait, je mets en pratique ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu, ce que j'ai acquis comme connaissances. Je mets tout ça en pratique et après, je fais ce que j'appelle le test and learn. Enfin, il n'y a pas que moi qui appelle ça comme ça d'ailleurs, il y a plein de gens qui appellent ça le test and learn. Mais du coup, voilà, je mets en pratique, j'ajuste et ça, à mon sens, c'est de l'apprentissage. Mais pour le moment, j'ai pas encore assez de recul là-dessus. J'évoque quelques principes qui sont plutôt proches du stoïcisme, notamment dans l'épisode 10, mais aujourd'hui, on va plutôt parler de la méthodologie que du fond. Et pour moi, cette méthode, elle est simple. En fait, pour s'entraîner dans nos objectifs de processus, on va s'entraîner tout simplement comme un sportif. Et ça va se passer en 5 étapes. La première étape, ça va être de reprendre l'objectif de processus de l'étape qui pose problème. Là, dans l'exemple que j'avais donné avec cette fameuse Julie, le problème, c'était l'objectif de processus qui consistait à démarcher. Ça, c'est juste pour que tu te situes de quoi je parle. Je ne vais pas rester sur cet exemple tout le long. La deuxième étape, ça va être d'analyser les causes du blocage. Quelles compétences manquent? Pourquoi j'arrive pas à passer à l'action? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ce que je ressens? Etc. Ça, à mon sens, c'est l'étape la plus importante. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il va falloir définir l'objectif de processus qui va faire que tu vas surmonter le blocage. Donc en gros, c'est un objectif de processus à l'intérieur d'un objectif de processus. Une fois que ça c'est fait, tu vas définir le plan d'action pour surmonter le blocage. Et la cinquième et dernière étape, tout simplement, ça va être de suivre le plan d'action. Tu vois, au final, c'est comme un sportif. Il a un objectif, il va se créer un programme sportif et ensuite il va aller faire ses entraînements. Aussi simple que ça. Alors, bien sûr, là, le programme, il n'est pas aussi simple, entre guillemets, qu'un programme sportif. C'est pas aussi simple que faire 3 séries de 20 squats, par exemple. Mais ton programme, il peut comporter des choses comme, par exemple, avant chaque séance de travail, tu vas faire une petite routine de motivation avec, par exemple, je ne sais pas, un rappel de ton pourquoi, donc pourquoi tu t'es lancé dans ce projet. Tu vas ramener les peurs que tu as définies à des faits objectifs pour te détacher de l'émotion. Ça, c'est vraiment issu du stoïcisme notamment. Tu vas aussi te répéter quelques affirmations positives qui vont mettre l'accent sur tes forces. Ça peut te créer une routine, toi, une petite routine de 3 petites actions qui va te prendre 1 minute en moyenne, tu vois, genre, ouais, 1, 2 minutes grand max. Et tu vas te dire, OK, avant chaque séance de travail, je vais faire ma petite routine de motivation. Ça, c'est un entraînement. C'est aussi un conditionnement de l'esprit. Ça fait partie du travail mental que tu peux faire dans ton business.
Un autre exemple, ça peut être de faire de la méditation à une fréquence régulière, en dehors de tes séances de travail, de travail dans ton business, je veux dire. Ça peut être, par exemple, voilà, tous les matins, tu te dis, OK, je vais faire une séance de méditation guidée de 10 minutes. Ça peut faire partie de ton travail mental, de ton entraînement mental. Ça peut être aussi faire du journaling. Voilà, tous les matins, tu vas t'asseoir à ton bureau. Avant chaque séance de travail, tu vas faire un petit peu de journaling où tu vas décrire tes émotions et inscrire une phrase de motivation, par exemple, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi le fait de préparer la veille au soir les 3 grandes actions de la journée qui va arriver. Pourquoi la veille au soir? Parce que quand on a terminé une journée de travail, peu importe qu'on ait fait tout ce qu'il y avait sur notre to-do list ou qu'on ait fait ne serait-ce qu'une toute petite action qu'on devait faire, eh bien c'est un moment où on a quand même une sorte de satisfaction d'avoir fait même cette petite chose ou d'avoir fait plus de choses et on a généralement plus de motivation. Donc c'est plus simple aussi de se projeter dans la journée d'après et là tu peux écrire une, deux, voire 3 choses maximum que tu vas devoir faire dans ta journée du lendemain. Ça va te motiver et quand tu vas arriver à ton bureau le lendemain, tu n'auras pas à penser, tu n'auras pas à mettre ton cerveau en mode on, en mode ah où est-ce que j'en étais, tout ça. Ça peut faire partie des choses que tu fais. Donc c'est quand même quelque chose de concret puisque tu vas noter quelque chose, tu vas noter tes actions pour le lendemain, etc. Mais ça fait partie aussi du travail mental, c'est-à-dire te préparer la veille au soir pour la journée qui arrive pour t'aider à te mettre au travail un peu plus facilement et à pas devoir te prendre la tête pour savoir quoi faire, comment faire, etc. Bref, ça c'est que des exemples. Bien sûr, il y en a des centaines et c'est à toi de définir ton plan d'action en fonction de ta problématique et surtout, c'est à toi de le suivre comme si tu suivais un programme sportif, si tu avais un objectif qui nécessitait un programme sportif. Parce qu'au final, tout ça, c'est une bataille entre nous et nous-mêmes. Je m'inclus dedans parce que je suis concernée, peut-être comme toi et comme plein d'autres personnes. Personne va venir nous porter et porter notre projet, notre entreprise à notre place. Sinon, c'est pas nous les entrepreneurs. Personne va venir faire ce qu'on a à faire. Les choses, elles vont pas arriver comme ça en un claquement de doigts. Non, on doit sortir de notre zone de confort par nous-mêmes. On peut se faire accompagner, bien sûr, on peut se faire coacher, mais in fine, et c'est comme dans le sport, c'est quand même à nous de faire les actions qu'on doit mettre en place. Comme quand tu te fais accompagner par un coach sportif, c'est pas le coach sportif qui va faire la séance à ta place, c'est toi. Donc là, c'est pareil. En tout cas, c'est ma vision des choses en termes de méthodologie. C'est celle que j'utilise actuellement et depuis plusieurs semaines maintenant pour surpasser certains blocages que je peux rencontrer, notamment dans la mise en place de mon plus gros projet sur lequel je travaille depuis 1 an et demi déjà. Donc, moi, ça m'aide. J'espère que toi aussi, ça peut t'aider. J'espère aussi que ce parallèle entre le business et le sport t'aide, te permet de comprendre un petit peu plus cet aspect de travail mental et cette nécessité aussi de travail mental et aussi cette méthodologie que je t'ai proposée qui n'est bien sûr pas la seule, mais en tout cas, comme je l'ai dit, c'est celle qui me convient et peut-être qu'elle va te convenir aussi. Si tu as une autre méthode que tu utilises, ben, je suis très curieuse de la connaître, donc je te laisse me l'indiquer dans les commentaires. Si cet épisode t'a plu, s'il te plaît, mets-moi 5 étoiles ou un like juste en dessous sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Déjà, ça me fait énormément plaisir, ça me touche beaucoup. Et surtout, ça m'encourage à continuer. Ça permet aussi de référencer, donc que ce soit l'épisode ou la vidéo si c'est sur YouTube. Donc merci beaucoup. Je te retrouve dans Underground Side Biz si tu souhaites lire cette newsletter. Je te le conseille vraiment, c'est un vrai complément de ce podcast Upgrade. En attendant, je te souhaite une très belle journée à toi.